Bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à prendre place. Manon et moi, nous sommes très heureuses de vous accueillir à cette journée sur les enjeux disciplinaires et interdisciplinaires de la formation en soins palliatifs. J'ai le grand plaisir de vous présenter maintenant Monsieur Régent Carrier. Alors, je pense que tout le monde le connaît, mais quand même, je prends la peine de présenter son parcours. Régent est travailleur social à la Maison Michel Sarrazin. Sa pratique professionnelle l'a amené à s'intéresser aux soins palliatifs, un secteur où il œuvre depuis 27 ans. Il a été en charge d'un cours sur l'accompagnement en soins palliatifs à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Et depuis 8 ans, il est responsable du groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux en soins palliatifs de la région de la Capitale-Nationale. Alors, Régent est un orateur hors pair. Il a fait beaucoup de présentations, mais nous, on l'a un peu déstabilisé. On le met dans une situation d'apprentissage, selon Madame Brien, parce qu'on lui a demandé de présenter non pas sur les thèmes qu'il présente habituellement, mais vraiment par rapport à cette expérience-là du groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux en soins palliatifs. Et il a accepté parce que c'est un homme d'une générosité extraordinaire. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter à nous présenter ce qu'il a à nous dire. Merci Manon, merci au comité organisateur. Je ne sais pas si j'ai accepté par générosité, mais à partir du moment où le hamster commence à travailler, je sais que je ne suis pas loin d'accepter. Puis dès que Manon m'a appelé, le hamster s'est mis à travailler. Mais j'ai eu de l'hésitation parce que ce n'est pas le genre de présentation enfin, que je fais habituellement. Puis en plus, je me demandais c'était quoi l'intérêt de venir vous parler de ce que je vais vous parler. Mais enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est que la personne, je suis sûr que la personne qui aura retrouvé le plus grand intérêt, c'est moi, parce que préparer cette préparation m'a obligé à prendre un recul, à analyser ce que je fais et à comprendre ce que je fais. Hein? Alors, c'est intéressant. Alors, si vous ne comprenez rien, c'est déjà une réussite parce que moi, j'ai compris. Alors, merci quand même, Manon. Maintenant, je vais peser moi-même sur le piton. Okay. On a réparé ça. Alors, vous êtes bien au bon endroit. Nous regardons le groupe de développement des intervenants psychosociaux en soins palliatifs et je trouve le défi pas mal plus grand. Passer après Mme Briand, c'est plus énervant. J'aurais dû passer en premier, Manon. Hein, ça aurait été plus facile. Alors, le défi est plus grand, mais enfin, c'est parti. Alors, le groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux, une stratégie efficace d'apprentissage et de soutien. Alors, les objectifs, 3 objectifs que je veux qu'on rencontre, c'est d'une part faire connaître une initiative. Hein, c'est une initiative de formation continue qui est le groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux. Présenter les enjeux et les impacts. Et pour faire ça, j'ai interrogé les gens qui participent au regroupement. Je les ai interrogés à chaque année et plus dernièrement, on a eu en 2011 une évaluation plus formelle. Alors, j'ai essayé de retirer le jus de ce qu'ils m'ont livré. Et un 3e objectif, c'est de découvrir qu'il s'agit là d'une stratégie efficace d'apprentissage et aussi de ressourcement. On est dans l'apprentissage, mais on est là aussi pour soi, comme personne, comme professionnel, enfin. Bon, il faut que je pointe à la bonne place. Alors, comment on va faire ça? Bien, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, du regroupement, des règles de fonctionnement, de l'animation, c'est ici, là, l'animateur, des découvertes qu'on a faites pendant 8 ans et découvrir que c'est une occasion de formation, une occasion aussi de ressourcement. Je vais avoir 3 conclusions. Les gens qui me connaissent savent que j'ai de la misère à conclure, parce que quand je fais une conclusion, je pense que c'est fini, puis hop, il y a quelque chose d'autre qui naît. Alors, ben là, je me dis, je vais en faire une 2e. Puis, quand la 2e est faite, j'en fais une 3e. J'en ai déjà fait 7. Mais aujourd'hui, je vais en faire 3 seulement.
Mais plus je vieillis, plus j'ai de la misère à conclure. Il n'y a rien à y comprendre, en tout cas. Et le jour où j'aurai plus de conclusion, probablement que je prendrai ma retraite, mais, ou il se passera d'autres choses peut-être dans ma vie, mais enfin. Alors, quand je serai rendu à la première conclusion, vous pourrez dire, ouf, il est avancé, il est à veille de terminer. Je vais être à veille de terminer. Bon, un peu d'histoire de ce regroupement. Ça s'inscrit dans la mission enseignement, bien sûr, de la Maison Michel Sarrazin. Et c'est né à partir de gestionnaires qui ont rencontré les gens du centre de jour. En 2000, on a ouvert le centre de jour et il y a eu un regroupement pour pouvoir regarder comment les références se feraient au centre de jour, puis quelle sorte de collaboration on pourrait inscrire. Et 2 ans plus tard, on n'avait plus besoin de ces gestionnaires puisque le centre de jour marchait, puis les choses étaient installées. Mais les infirmières qui étaient présentes, il y avait des gestionnaires, mais des infirmières aussi, ont émis le désir de continuer à se rencontrer et naissait le premier groupe d'infirmières en 2002. Et c'était sous forme de 5 à 7. En 2003, il y a un deuxième groupe qui s'est formé. Et ce sont les responsables des bénévoles en soins palliatifs de différents endroits dans la province qui se rencontrent 4 fois par semaine, 4 fois par année, des journées complètes à la Maison Sarrazin. En 2004, le 3e groupe dont je suis responsable, les intervenants psychosociaux de la région de Québec, je vais vous en parler tantôt, et en 2004 aussi le groupe de physiothérapeutes. Les regroupements ont fait des petits, ont été reconnus par l'Agence de la santé et des services sociaux. Alors, l'Agence régionale a demandé en 2006 et en 2007 de former d'autres groupes, nutritionnistes, ergothérapeutes, animateurs de pastoral et gestion d'équipe de soins palliatifs. En parallèle, les infirmières pivots sont venues au monde et ils se sont greffés au groupe d'infirmières, le premier groupe qui a été formé. Pour ce qui est des médecins, il y a le programme annuel des réunions scientifiques mensuelles. C'était là avant les regroupements. Alors, ils se regroupent de cette façon et les pharmaciens vont travailler avec l'Association canadienne, c'est-à-dire l'Association des pharmaciens en établissement de santé du Québec. On a commencé par s'appeler le regroupement des intervenants. Maintenant, on est rendu le groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux. Au début, c'était un regroupement. Maintenant, on est dans le développement professionnel. Dans l'appellation, on voit ici une différence, on voit une évolution. À l'automne 2004, j'ai fait l'invitation avec Huguette Lavoie, qui était travailleuse sociale à Sarrazin. J'étais à l'Hôtel-Dieu de Québec à l'époque. Et on s'est dit, pourquoi ne pas inviter les intervenants à se rencontrer? Alors, on leur envoie une lettre en leur disant, il y aurait peut-être quelque chose à faire ensemble. Et avec 3 objectifs qu'on leur présentait dans cette lettre d'invitation, et ces objectifs n'ont pas changé depuis. Alors, un premier objectif qui est de partager nos pratiques professionnelles en soins palliatifs. Un deuxième qui est se soutenir mutuellement dans notre travail auprès des malades et des proches. Alors, partage, soutien et mieux définir notre rôle d'intervenant psychosocial, puis renforcer, bien sûr, nos compétences. Le rôle d'intervenant psychosocial est revenu régulièrement comme sujet dans nos groupes. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ce qu'on disait aux gens comme moyen, ce qu'on propose, c'est des rencontres dont la fréquence et l'horaire seront à déterminer par les participants. Et les gens ont décidé de faire 4 rencontres par année, et ce sont des demi-journées. Je vous dirais qu'au début, probablement que les gens venaient un peu clandestinement, parce que les employeurs n'étaient pas tous d'accord à ce genre de... Enfin, à libérer leur personnel et payer leur présence. Et moi, je trouvais ça bien heureux, parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait de la clandestinité un petit peu dans le réseau de la santé et des services sociaux. Comme autre moyen, des discussions, des présentations de cas, et différentes activités selon la créativité puis l'originalité de chacun qui y participe. Alors, on est toujours dans la saveur discussion de cas, présentation de cas, enfin, sujet clinique. On est à la 8e année de fonctionnement. Et le nombre de participants au début était de 24 qui se sont inscrits. Et maintenant, sur notre liste, nous avons 47 participants.
ce qui m'impressionne. Hein. Ça l'a doublé en 8 ans. Et je dirais qu'il y a à peu près au moins 25 personnes à chaque rencontre. On a 4 rencontres par année. Ce sont des travailleurs sociaux en majorité, mais il y a aussi des gens qui ont une formation en service social, mais qui ne font pas partie de l'ordre professionnel. Alors, on les appelle les intervenants sociaux. Et il y a quelques psychologues aussi de la région qui sont présents. Et les stagiaires, on admet les stagiaires au baccalauréat et à la maîtrise, comme étant une occasion pour nous mettre à jour les plus vieux. Là. La provenance des intervenants, en premier lieu, la région 03, hein, c'est la capitale nationale. Il y a aussi les gens de la région 12, c'est la rive sud de Québec. Alors, c'est le Grand Littoral. C'est de l'Aubinière à Montmagny, on va un petit peu dans la Beauce, puis on va dans Bellechasse. Depuis 2 ans, les gens de Trois-Rivières en soins palliatifs à domicile sont présents et on a une demande actuellement pour les gens de l'Estrie. D'où viennent les gens? Ce sont des gens qui travaillent en équipe de soins palliatifs dans les milieux hospitaliers, dans les CLSC. Et depuis 1 an, on accueille des gens qui travaillent dans un organisme communautaire à Québec qui est le Centre Espoir, où ils ont accompagné des personnes en soins palliatifs qui les consultent. Notre fonctionnement, la responsabilité du groupe, je suis en co-responsabilité. Nous sommes en co-responsabilité du groupe, tant dans l'organisation que dans l'animation. Moi, à un moment donné, je trouvais difficile d'être à la fois personne ressource, à cause des 27 ans dont quelqu'un a parlé tout à l'heure en soins palliatifs, à cause de mes 27 ans. Et c'était ma fête cette semaine, j'ai eu 40 ans, mais je ne vous dirai pas, ça fait combien d'années que j'ai 40 ans. Alors, et c'est difficile d'être à la fois personne ressource, responsable de l'animation, puis responsable aussi de l'organisation. Alors, au tout début, j'animais avec Huguette Lavoie, qui était de Sarrazin. Huguette a pris sa retraite. Alors, j'ai demandé à Louise Grenier, psychologue, de continuer l'animation, la co-animation, de prendre la co-responsabilité. Elle a continué, elle a pris sa retraite aussi. Alors, là, j'ai demandé à quelqu'un de pas mal plus jeune que moi, mais qui a quand même quelques années en soins palliatifs, c'est François Dallaire, de la région 012, de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Alors, on implique cette région dans la co-responsabilité. Ça mobilise des gens. François aide en ce sens-là. Et je suis sûr que je risque de prendre ma retraite avant lui. En tout cas, je ne lui souhaite pas de la prendre tout de suite. Le fonctionnement, on a le soutien, bien sûr, du service de formation de la Maison Michel Sarrazin pour ce qui est des locaux, du soutien logistique, des pauses santé. Les biscuits sont toujours prêts à l'heure. Aussi, dans les remises d'attestation, il y a toujours une remise de la présence, de la participation, et ça permet aux travailleurs sociaux qui sont présents, aux psychologues aussi, d'avoir des crédits de formation continue par l'ordre professionnel. Le service de formation nous aide à gérer une subvention que nous avons depuis cette année de 800 $ de l'Agence de la santé. L'Agence nous donne une subvention pour pouvoir avoir des invités ou pouvoir approfondir davantage un sujet, par exemple. Alors, par le comité de formation de Sarrazin, on présente un projet et c'est le comité de formation qui va nous guider dans l'acceptation. Les règles, maintenant, du groupe, les règles de fonctionnement. La participation est libre. Il y a des gens autour de la table, mais personne n'est obligé de s'impliquer par la parole. Hein? Mais tout le monde parle, je vous dirais. Mais enfin, c'est quand même une règle qu'on a établie. Les sujets des rencontres sont déterminés par le groupe. Jamais qu'il y ait un sujet qui vient de l'extérieur. C'est vraiment le groupe qui décide de quoi on va parler à la prochaine rencontre. À chaque rencontre, je laisse un temps, 15 minutes, pour laisser naître un sujet d'une prochaine rencontre et voir qui pourrait un petit peu réfléchir à comment on va présenter ce sujet. Et de façon générale, quand je pose la question « Quel sujet vous voulez qu'on parle la prochaine fois? » c'est silence. Et tranquillement, naît des idées et on n'en a pas manqué jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de compte-rendu. Il n'y a rien qui s'écrit, sauf pour la subvention de 800 $ où là, nous devons présenter un projet. Il n'y a pas d'agenda dicté non plus par une autorité autre, organisationnelle ou des employeurs. Enfin, c'est vraiment une participation libre. Là, je pense que j'ai mal pensé. Les sujets abordés
ont toujours une saveur clinique, soit une discussion de cas, soit une présentation d'une problématique particulière qu'on rencontre dans l'intervention. Il n'y a pas de sujet d'ordre administratif. Au début, l'agence nous avait dit que ce serait un beau lieu pour peut-être aborder certains sujets d'ordre administratif. Et unanimement, les gens ont dit non, on veut que ce soit clinique et on ne veut pas. On en a assez dans notre travail, parler de choses administratives. Là, on est vraiment clinique. Chacun a le droit de s'exprimer, je l'ai dit tantôt. Il y a un respect de la parole. La parole de chacun a toute sa validité. Et une des règles, c'est que l'expérience de chaque professionnel est valable et peut être éclairante pour les autres. Et la rigueur est nécessaire. Moi, je m'oblige à chaque rencontre de faire une synthèse de qu'est-ce qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on a appris et vers quoi on s'en va avec ce qu'on a appris. Et même dans les discussions, on part d'un sujet et on avance dans le sujet et ça serait facile des fois d'aller dans différents écarts et je trouve ça important qu'on se donne une méthode de travail, qu'on invente à mesure. Là. Ils ne sont pas inventés d'avance, mais comment on arrive à discuter de tel sujet, comment on procède, comment on évolue dans tout ça. Et avec cette synthèse à la fin pour que les gens identifient avec quoi ils repartent. On n'est pas allé à une rencontre juste pour le plaisir de se rencontrer, mais on a reçu quelque chose et on fait quoi avec maintenant dans notre propre pratique. Les sujets abordés, j'en ai marqué beaucoup, mais je ne vais pas nécessairement vous les énumérer, mais enfin, un des sujets, c'est la négation. La négation des malades. Est-ce que c'est un phénomène conscient ou inconscient? Et comment accompagner quelqu'un qui est en négation? Comment accompagner la personne qui a peur de mourir? Les mandats que nous avons comme professionnels en soins palliatifs, à domicile, en milieu hospitalier, en milieu communautaire, est-ce que nous avons le même mandat, les intervenants psychosociaux? La compassion, une force vive, et on a des invités parfois qui sont venus nous entretenir de différents sujets. L'intervenant psychosocial a-t-il un rôle dans l'accompagnement spirituel? La collaboration professionnelle et le rôle de l'intervenant psychosocial. Le traitement de l'anxiété, les troubles de personnalité, l'intervention en situation de deuil, l'arrêt de traitement, une réalité qui s'accompagne. Les intervenants psychosociaux reçoivent des malades qui, des fois, remettent en question leur traitement. Alors, comment accompagner ces gens? Toute la notion de souffrance globale, qu'est-ce qu'on veut dire? Et comment accompagner le malade qui a toujours de l'espoir? Est-ce qu'il y a moyen de cohabiter avec l'espoir, même si on est en fin de vie? Et je vous dirais que la question confronte. Je me rappelle qu'on a eu une bonne discussion. Les rituels de fin de vie pour favoriser un passage. Où est-ce qu'on en est dans notre travail d'accompagnement des malades? Comment on évolue dans tout ça. Le suicide assisté, le deuil de la conjointe chez l'homme âgé, par exemple. On sait que l'homme âgé, sa vie sociale est beaucoup construite à partir de sa conjointe. Et lorsque la conjointe décède, ça fait un deuil peut-être différent d'autres personnes plus jeunes. Alors, comment accompagner dans tout ça? Des situations difficiles dans notre travail, comment on arrive à composer avec ces situations, comment on vit quand on sait qu'on va mourir, l'accompagnement à ce niveau, partage à partir de lecture, les indices de force qui nous aident dans l'intervention, etc. L'animation a une exigence ou des exigences. Pour animer ce genre de groupe, ça prend du leadership, dans le sens d'être capable de rassembler, être capable aussi de donner le ton à une réflexion, être capable de donner le ton à une méthode de travail pour arriver à réfléchir ensemble. Je dirais que ça prend la sécurité nécessaire pour supporter le groupe là où il veut aller ou encore là où il va aboutir. On commence, puis on ne sait pas trop où la discussion va nous mener. Alors, et moi, je me dis, moi, j'aime beaucoup les surprises. Alors, place à la surprise, place à l'évolution, sans qu'il y ait de dérapage, par contre. Toujours dans une méthode de travail, mais on peut arriver
Enfin, on ne sait pas où on arrive quand on commence à discuter. C'est la même chose avec un malade. Lorsqu'on s'arrête avec un malade, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver avec lui. Ça prend la capacité de favoriser l'expression. Il y a des gens qui sont plus timides et qui veulent intervenir. Alors, d'aller chercher ces gens et favoriser l'expression. Faire évoluer la discussion concernant le sujet, j'en ai parlé. Faire le lien entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est une rigueur, personnellement, que je m'oblige. Ou si quelqu'un prend un sujet pour préparer ou l'animer, c'est une des exigences que je vais avoir. Comment, maintenant, on peut faire le lien avec la théorie? La théorie concernant notre intervention psychosociale, mais aussi concernant la philosophie des soins palliatifs. Avoir la capacité de synthèse à la fin, comme je disais tout à l'heure, je m'oblige à ramasser qu'est-ce qui s'est dit là. Et il y a un engagement que le groupe se continue. Alors, ce sont des exigences, je pense, importantes au niveau de l'animation. On a évalué le regroupement. Je l'ai fait à chaque année par la parole, non pas de façon systématique, mais en 2011, avec le service de formation de Sarrazin, puis je pense que c'était une exigence de l'agence ou une suggestion de l'agence, on a évalué de façon plus systématique le groupe. Et sur la fréquence, sur le fonctionnement, sur les activités réalisées, est-ce que ça convient, sur les retombées aussi dans les milieux, et sur l'organisation comme telle, enfin, l'évaluation globale de tout ça. Et on a eu le service de soutien de la formation de la Maison Michel Sarrazin pour le faire. Quelques découvertes qui ressortent à cette évaluation. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir tout ça. Les attentes des milieux d'intervention vont souvent dans le sens de la résolution de problèmes. En CLSC, dans les hôpitaux, on attend des intervenants psychosociaux qu'on résolve des problèmes. Et puis, il y a des gens qui disaient, au fur et à mesure des années et des discussions, il me semble que des fois, ça dénature la profession. Il me semble que ce n'est pas ça, notre profession, au départ. Et on a découvert, au fur et à mesure de nos discussions, que dans l'accompagnement du malade et des proches, la relation et le descriptif deviennent importants pour aider dans les prises de conscience de comment on vit quand on sait qu'on va mourir. Et lorsque le malade devient conscient de ce qui se passe en lui, c'est là qu'il devient disponible peut-être à lui-même trouver des solutions à différentes difficultés. Alors, on est dans la prescription différente des fois les attentes de nos milieux. Et ça, de découvrir ça ensemble comme intervenants psychosociaux, ça renforce. Ça renforce chacun pour pouvoir continuer à intervenir. D'autres découvertes, nos perceptions de la mort, on le sait tout ici, mais enfin, on ne le savait pas nécessairement, mais nos perceptions de la mort sont différentes les uns des autres et peuvent teinter notre intervention. Alors, cette prise de conscience de l'importance de savoir comment on réagit devant l'autre pour ne pas projeter et pour pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre. Une autre découverte, c'est on ne peut définir notre rôle de travailleur social de façon exclusive dans l'accompagnement. Je ne sais pas combien de fois les gens ont dit on veut parler du rôle du travailleur social parce qu'on n'a pas l'air de comprendre c'est quoi le rôle. Et moi, je me dis, on ne peut pas arriver de façon exclusive à dire, ou en tout cas à définir le rôle mur à mur. Dans l'intervention psychosociale, dans l'accompagnement, on n'est pas les seuls à faire de l'accompagnement. Les médecins en font, les infirmières en font, enfin, les bénévoles en font. Et la prise de conscience a été on ne peut pas arriver à définir de façon claire et de façon définitive notre rôle. Il y a des zones grises. Vous êtes d'accord avec ça? Une autre découverte, c'est que la collaboration interprofessionnelle invite à l'ouverture, et on est toujours dans la définition du rôle, à la reconnaissance de nos forces dans l'intervention, à nous connaître dans ce que nous avons à offrir et surtout en nous questionnant sur ce qui est bon pour le malade que nous accompagnons. C'est quoi les forces qu'on a comme intervenant psychosocial? Et peut-être bien que les forces que j'ai seront différentes de mon collègue. Et peut-être que c'est l'originalité de ce que je vais offrir comme intervenant psychosocial. Et peut-être que ce sera différent de la force du médecin avec qui je travaille à côté. Et chacun a chacun a sa place dans les forces. Mais il faut les connaître, il faut se connaître pour ça. Alors, c'est un travail qu'on fait constamment au regroupement. On peut être en fin de vie, une découverte.
puis être dans l'espoir. On peut aussi être en fin de vie, on peut être en paix et cohabiter avec la peine. Et ça, c'est revenu souvent dans les discussions de cas. On disait, est-ce que c'est possible que tu rencontres tel patient parce qu'il est triste? Et dans les discussions de cas, on se rend compte que oui, il est triste, mais il n'y a peut-être pas grand-chose des fois à travailler parce que la personne est en paix intérieurement. Et on a fini par nommer, enfin, cette découverte, qu'on peut être en paix intérieurement, mais en même temps dans la tristesse. Et pourquoi pas? Les forces maintenant qu'on peut identifier du groupe de développement, chacun s'implique. Et ça, c'est assez extraordinaire. Chacun s'implique dans les discussions de cas, dans les présentations de cas. Chacun se prononce. Et les gens sont actifs. Hein? Les gens ne sont pas assis là passivement à écouter celui qui présente. Il y a un partage des expériences vécues, des histoires, des outils, des façons de résoudre certaines difficultés. Il y a là un partage, il y a là une entraide pour découvrir, pour mieux intervenir. On s'apprend les uns les autres. Hein? Et une autre force, c'est le regroupement, les sujets sont toujours en fonction de problématiques vécues et de préoccupations. Ça vient toujours des intervenants qui sont présents. Rien vient de l'extérieur. On veut partager, le vouloir est là, ce qui est important. Et il y a une des forces, c'est le partage, l'expertise d'intervenants avec plusieurs années. Il y a des gens qui ont 10, 15 ans de pratique, il y en a d'autres qui commencent. Alors, c'est assez extraordinaire de voir ce partage qui va se faire. Il y a là vraiment un transfert des connaissances envers les jeunes. Et une des forces, c'est toute la motivation des jeunes qui invite les plus expérimentés à se dépasser aussi, puis à découvrir qu'est-ce qu'on peut créer encore, ou comment on peut avancer en soins palliatifs. Ce qui fait que les plus vieux essayent de ne pas rester assis sur leurs compétences. La présence des jeunes aussi, c'est un rafraîchissement, puis ça permet la mise à jour. Hein. Les étudiants de bac, de maîtrise, des fois, nous ramènent dans des approches, et ça peut être intéressant pour toutes nous autres. Et une des forces, c'est la motivation et le plaisir de se rencontrer. Les gens sont toujours contents de venir. Puis c'est pas rien, il y a des gens qui laissent des choses de côté. Hein, ils se retardent dans leur travail pour pouvoir venir participer au groupe. Les limites, j'en ai ressorti 3, puis il y en a probablement plus, puis il faudrait que j'aille plus loin. Mais c'est un groupe ouvert et je pense que ça représente une limite dans le sens que il y a des intervenants qui sont là depuis le début, depuis 8 ans, puis il y a des nouveaux intervenants qui arrivent. Et des fois, il peut y avoir répétition des contenus. Et en même temps qu'il y a répétition des contenus, on n'est jamais à la même place puisqu'on évolue. Alors peut-être bien que ces contenus-là vont être différents ou être abordés différents, mais dernièrement, les jeunes voulaient qu'on parle du rôle du travailleur social. J'ai entendu les plus vieux faire « pas encore hein? ». Mais on l'a abordé de façon différente et les plus vieux étaient satisfaits. C'est un groupe hétérogène. Hein? Tous les participants ne sont pas rendus à la même place et ça peut aussi parfois retarder le groupe. Et la participation est libre. Les gens n'ont pas besoin de s'inscrire avant. Alors ça, c'est une limite parce qu'il y a toujours une incertitude quant au nombre de participants. Moi, ça me travaille un peu, ça. Hein? J'ai toujours peur qu'il n'y ait personne. Il y a toujours au moins 25 personnes, mais c'est mes propres angoisses. Mais des fois, on ne sait pas trop hein, qui va être là, comment ça va se passer. Alors, c'est un stress au niveau de l'animation, en tout cas. C'est une formation continue et de ressourcement. En quoi le regroupement est une formation continue? Ça renforce les compétences, et les gens nous le disent à l'évaluation, au niveau de l'intervention psychosociale en soins palliatifs. Et là, je fais référence ici au plan directeur hein, de développement des compétences qui a été publié par le ministère. Dans le regroupement, on parle des manifestations de la douleur. C'est quoi l'impact de la douleur sur la personne? Sur la famille aussi. C'est quoi les besoins psychosociaux et spirituels du malade en fin de vie? Les besoins reliés à l'organisation. Enfin, c'est tous les points du plan directeur. Les besoins des personnes endeuillées, les besoins de l'organisation à domicile, hein, pour ceux qui travaillent en CLSC. La collaboration interprofessionnelle, comment y arriver? On en a parlé tout à l'heure.
les questions éthiques, enfin le développement personnel, le développement professionnel. Une formation continue aussi, en ce sens que ce que les intervenants disent à l'évaluation, c'est que ça les oblige à développer un esprit critique, une analyse critique de leur intervention. Pourquoi j'ai fait telle chose? Comment j'y suis arrivé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ça augmente les connaissances autant reliées à la pratique de la profession qu'au niveau de la philosophie des soins palliatifs. Et moi, je m'oblige à chaque rencontre de ramener les valeurs, enfin les principes de base des soins palliatifs, pour jamais s'éloigner dans nos discussions de cette philosophie. Ça invite au dépassement de soi et ça permet la possibilité d'évolution, bien sûr, dans la pratique et ça améliore la pratique. C'est ce qu'on nous dit. Toujours dans le volet formation continue, ça permet le réseautage. On en a parlé tout à l'heure. Et les intervenants mettent des noms sur des visages de gens dans des différents établissements. Et moi, le plus grand plaisir, c'est probablement mon côté paternel. Je vois ça avec mes enfants aussi. Quand je vois mes enfants partir ensemble, s'organiser un projet ensemble, je me dis « Ah, mon Dieu, que c'est bon de savoir que ça se passe. Hein? » Bien, ça se passe comme ça dans le groupe aussi, imaginez. Des fois, il y a des gens de CLSC qui vont dire avez-vous cette problématique-là? Comment vous faites? Puis tout ça. Puis pourquoi on ne se rencontrerait pas là-dessus pour s'aider? Et il y a des gens qui ont fait des petits documents pour pouvoir s'impliquer davantage ou en tout cas dépasser des situations problématiques. Alors, il y a des sous-groupes qui se forment et pour moi, là, ça, c'est un signe d'une bonne paternité. Non, c'est un signe de réussite de ce regroupement et de l'importance de ce groupe. Et ça favorise la collaboration entre les intervenants, bien sûr, des différents établissements. Le regroupement a aussi cette fonction de ressourcement. Quand j'entends ressourcement, c'est revenir à la source, hein? La source de ce qu'on est, de notre engagement, de nos valeurs. Et ça ramène les gens dans leur motivation profonde, dans le choix de la profession. Des fois, il y a des gens qui arrivent en disant « je ne sais plus pourquoi j'ai choisi cette profession-là, c'est tellement difficile, ou on n'est pas toujours reconnu, ou je ne me sens pas toujours reconnu. » Alors, ramène dans les motivations. Qu'est-ce qui fait que tu es allé, que tu as choisi un jour d'être psychologue, d'être travailleur social? Ça ramène aussi les motivations à travailler en soins palliatifs. Pourquoi on a choisi de travailler en soins palliatifs? On aurait pu travailler à la protection de la jeunesse, hein? Ce qui est très différent comme créneau. Alors, qu'est-ce qui nous a amenés auprès de cette clientèle? Et toujours dans le ressourcement, ça ramène les gens à se questionner sur le sens de notre engagement, mais aussi pourquoi on continue. Qu'est-ce qu'on fait là? Et des fois, il y a des périodes plus difficiles que les intervenants vont vivre et par le regroupement, par l'échange, au niveau des problématiques, au niveau des discussions de cas, retrouvent une essence et continuent. En termes de ressourcement, ça développe un sentiment d'appartenance. Les gens sont toujours fiers de se rencontrer, les gens s'appellent en dehors aussi, et ça permet un soutien mutuel. On se soutient les uns les autres. Je dirais que le cœur du regroupement, c'est la rencontre. La rencontre à la fois au plan clinique et au plan personnel. Et je fais le lien ici. On dit, le titre de cette conférence, c'est une stratégie efficace d'apprentissage et de soutien. Et quand on va voir un petit peu dans la littérature, je réfère à deux concepts d'apprentissage. Il y a les communautés de pratique, définies par Wenger et Lev, et les groupes de co-développement professionnel définis par Champagne, un autre Champagne que celle-ci, et Payette. Une communauté de pratique, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui ont en commun une passion pour quelque chose. Groupe d'intervenants psychosociaux qui ont une passion pour cette profession, qui ont une passion pour les soins palliatifs, qui savent faire et qui apprennent comment mieux le faire en interagissant régulièrement. Alors, on est une communauté de pratique, on correspond à la définition. 3 conditions pour une communauté de pratique. Un domaine qui correspond, ça prend un domaine qui correspond à une compétence qui distingue certaines personnes des autres. On est des intervenants psychosociaux. Une communauté. Une deuxième condition, une communauté, ce qui implique que des personnes partagent une même passion, j'en ai parlé tantôt, la passion des soins palliatifs, la passion de cette profession,
des compétences communes. Il y a des gens qui sont là depuis un bout, qui sont formés, qui se sont toujours formés, et il y a là l'esprit d'entraide. Et à travers les discussions, il y a l'entraide mutuelle. On s'apprend les uns des autres, dans le fond. Et une troisième condition pour une communauté de pratique, et je pense qu'on répond aux 3 conditions, une pratique concrète. Ces personnes étant des praticiens partagent un répertoire de ressources, des expériences vécues, des histoires, des outils, des façons d'être, des façons de résoudre des problèmes. Alors, on est vraiment à ce niveau où la pratique, on a une pratique concrète. Un autre lien qui est avec le groupe de co-développement professionnel, décrit par Payette et Champagne. Le groupe de développement professionnel est une approche de développement pour les personnes qui croient pouvoir apprendre les uns des autres. Depuis le début, je dis qu'on s'apprend les uns des autres. Afin d'améliorer leur pratique, la réflexion individuellement et en groupe. Elle est effectuée individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation. Quand je parlais de rigueur tout à l'heure, on présente une situation et on se donne les moyens pour arriver à en discuter, pour arriver à la dépasser, puis enfin à nous développer. Toujours dans le groupe de développement professionnel, ça prend une motivation à améliorer. Tantôt, je disais que les gens veulent être là. Et ça prend des risques aussi à partager. Lorsqu'on partage notre pratique devant d'autres, devant des pairs, des fois, en arrière de notre partage, on peut avoir peur du jugement. Et ça suppose l'implication authentique. Chacun a quelque chose à apporter. Et ce qu'on dit aussi, c'est que c'est une formation qui a le plus d'impact et qui change le plus la pratique des participants. Toujours dans le groupe de co-développement professionnel, c'est un groupe de support, de référence, d'entraide, d'échange, de savoir pratique qui élargit le réseautage en créant des liens. Je vous parlais des sous-groupes tout à l'heure. Conclusion 1. Le groupe de développement professionnel, c'est une occasion. En premier lieu, c'est une occasion de transmettre, de véhiculer la philosophie des soins palliatifs qui est présente au cœur des discussions et des interventions. C'est toujours présent. C'est une occasion aussi de se soutenir entre pairs pour mieux nourrir notre engagement, pour revenir aux sources. C'est une occasion d'être confirmé dans ses compétences. Il y a des gens qui disent « ça me fait assez du bien de venir ici parce que des fois j'ai des doutes. » Et ça me confirme. D'être confirmé dans ses compétences et au niveau du savoir, puis faire au niveau du savoir-être. C'est une occasion de garder un esprit critique dans l'intervention, toute l'analyse de l'intervention, et de favoriser l'expression des difficultés rencontrées aussi, à la fois au plan clinique, mais aussi dans nos organisations. Il y a de la souffrance chez les intervenants dans nos organisations. C'est l'occasion de créer des liens avec d'autres professionnels puis de réfléchir à notre engagement et à sa continuité. Alors voilà pour la conclusion 1. Conclusion 2. Le groupe de développement professionnel, c'est un moment pour la parole. Et c'est l'occasion de découvrir l'importance du partage et l'importance de la parole. Et quand c'est ressorti à l'évaluation, puis quand j'en ai pris conscience, je suis allé voir l'origine latine du mot « parole ». Et l'origine latine, c'est « parabola ». Parabole. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire à découvrir. C'est une allégorie sous laquelle se cache une vérité importante. Une vérité importante. Et si je transpose au malade, la parole du malade comporte une vérité importante qui est la sienne, sa propre parole, sa propre pensée, sa singularité. Et je me dis, la parole écoutée permet une pause sur la vie. Ça permet de se regarder, de voir clair, de se dépasser. Ça permet aussi la prise de conscience de ses forces intérieures. Et je dirais que la parole, elle est toujours neuve, parce qu'elle évolue. Et on est des êtres en évolution. Et si c'est vrai pour les malades, je me dis que ça doit être bien vrai pour nous autres aussi, les intervenants.
Il y a Jacques Grandmaison, lors du congrès de soins palliatifs à Montréal en 2009, qui disait, il me semble que c'est en 2009 en tout cas, la parole des vivants, par la parole, les vivants deviennent plus humains. Et quand la parole est reçue, quand elle n'est pas jugée, elle est guérisseuse. Voilà le sens, à mon avis, un des grands sens du regroupement, du groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux. Il contribue au développement tant au plan professionnel que personnel. Il contribue parfois à la guérison, je dirais, de certaines blessures dans l'intervention ou dans notre implication dans le réseau. Et je voudrais vous laisser sur cette continuité de la parole. Dans le fond, s'il y a parole, ça suppose qu'il y a oreille. Et Alexandre Jolien nous dit « L'oreille doit se dresser, la volonté se tendre pour que la voix discrète se fasse entendre, pour qu'un espoir rejaillisse là où on l'attendait le moins. » Alors, je vous remercie de votre écoute.